Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de la soirée. Toutes nos excuses pour ce retard. Dans le sommaire, lancement de la campagne de prospection scientifique d'évaluation des stocks et d'études de l'écosystème marin du Bénin. Les travaux vont se dérouler à bord d'un navire de recherche de l'Institut national de recherche halieutique du Maroc. 14 scientifiques du Bénin et du Maroc sont sélectionnés pour mener à bien ces deux recherches dans la zone économique exclusive du Bénin. Ensuite, la société Biopharm dispose désormais d'une unité de jus implantée à Zé. Elle est l'une des bénéficiaires du financement du programme de partenariat entre le gouvernement béninois et la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique. L'inauguration de l'unité de jus a connu la présence du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi. Les détails sont à suivre dans un instant. Et puis enfin, le ministre du Travail et de la Fonction publique, Adidja Tomatis, a organisé une journée d'échange avec les retraités, les acteurs de la chaîne de retraite et de pension du Bénin. La dite séance a pour objectif d'évaluer les réformes de mise à la retraite et de liquidation automatique de la pension des agents de l'État. Une journée qui a permis de recueillir des avis et recommandations des participants. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, lancement de la campagne de prospection scientifique d'évaluation des stocks et d'études de l'écosystème marin du Bénin. Les travaux vont se dérouler à bord d'un navire de recherche et de l'Institut national de recherche halieutique du Maroc. 14 scientifiques du Bénin et du Maroc sont sélectionnés pour mener à bien cette recherche dans la zone économique exclusive du Bénin. Reportage de Teddy Koudalo, Moufil Sabouran. La coupure de ruban est conjointe entre le ministère béninois de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et l'Institut national de recherche halieutique du Royaume du Maroc. Main dans les mains, ils vont entreprendre une étude multidisciplinaire visant à évaluer les stocks halieutiques et l'état des lieux de l'écosystème marin dans la zone économique exclusive du Bénin. Nos pays respectifs éprouvent la nécessité d'évaluer leurs stocks halieutiques. Ainsi, le Bénin, qui emboîte le pas au Libéria, n'a pas hésité à se tourner vers le Maroc, qui dispose de la logistique et des compétences idoines. Sous la houlette donc de la Comafat, des discussions ont abouti à la signature d'une convention entre l'INRACH, qui est l'Institut national de recherche halieutique du Maroc, Al-Hassan Al-Maraki du Maroc et les autorités du Bénin. Les travaux vont se dérouler à bord de ce navire de recherche le plus moderne de l'Institut national marocain de recherche halieutique. C'est une plateforme innovante équipée de 5 laboratoires avec une capacité de mener des campagnes pluridisciplinaires sur les écosystèmes dans les domaines de l'évaluation des ressources marines, de la chimie, de la biologie et de l'océanographie physique. En effet, le Bénin et le Maroc ont en commun l'ambition et la vision d'exploiter et de valoriser d'une manière durable les produits et les services offerts par leurs espaces maritimes à travers le développement d'une économie bleue durable et génératrice de bien-être humain et des communautés locales. En effet, en tant que membre de la communauté atlantique africaine, le Maroc et le Bénin partagent non seulement des ressources maritimes, mais aussi des défis et des opportunités. La cérémonie de ce jour se veut un point de départ, je dis plutôt un programme de gestion durable de nos ressources halieutiques qui requiert la connaissance du potentiel disponible, la mise en œuvre de stratégies pour une utilisation rationnelle de ce potentiel. Pour y parvenir, il est impérieux pour notre pays de préparer et réaliser de façon régulière
l'évaluation des stocks halieutiques de nos eaux marines, la détermination des quotas de pêche, l'identification des mesures de résilience, avec l'appui des activités connexes génératrices de revenus et enfin un bon système de suivi de mise en œuvre de ces mesures. Les deux autorités ministérielles du Royaume chérifien et du Bénin ont eu un tête-à-tête avant la cérémonie de lancement. 14 scientifiques béninois et marocains sont sélectionnés pour mener à bien cette étude de l'écosystème marin du Bénin, 7 jours durant en mer. Et puis quelques heures après le lancement de la campagne, bien entendu, de prospection scientifique et d'évaluation des stocks et d'études de l'écosystème marin du Bénin, un forum halieutique s'est ouvert entre la délégation du Royaume du Maroc et le Bénin. Il a porté sur le thème priorité de coopération bilatérale en faveur du développement du secteur halieutique comme locomotive de l'économie bleue. On retrouve à nouveau Tidi Goudalo pour le compte rendu. Entre le Bénin et le Royaume du Maroc, il existe désormais un accord de coopération halieutique. Cette signature des ministres en charge des questions de pêche maritime des deux pays matérialise ce désir. Les signatures sont apposées sur les différents documents à l'occasion de ce forum halieutique qui porte sur la thématique « Priorité de coopération bilatérale en faveur du développement du secteur halieutique comme locomotive de l'économie bleue ». Notre volonté commune de saisir toutes les opportunités qu'offrent les secteurs halieutiques et de l'économie bleue s'appuie sur d'abord la nécessaire solidarité pour faire face ensemble à tous ces défis qui se profilent et qui sont nés notamment du dérèglement climatique. On l'appelle changement climatique, mais en réalité, il y a un dérèglement à la racine et qui donne ces changements. Et évidemment, ces troubles géopolitiques que vit le monde aujourd'hui. Et bien sûr, nous voulons également mobiliser et valoriser les acquis et l'expérience de développement du secteur halieutique dans nos deux pays. Les documents signés fixent les principes et les modalités de mise en œuvre de la coopération dans les domaines de la formation, de la recherche scientifique et technique en matière de pêche maritime et bien d'autres. La rencontre se veut un moment d'échange entre des opérateurs et des professionnels des deux pays. Lorsque son potentiel est bien exploité, l'économie bleue pourra apporter des réponses aux défis à court, moyen et long terme tels que la lutte contre les pertes de la biodiversité, l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, la réduction de la pauvreté et la recherche de mesures de résilience des pressions grandissantes sur les ressources naturelles. Vous comprenez donc bien avec moi que les ressources halieutiques doivent désormais représenter pour notre pays un enjeu capital. Elles doivent faire l'objet de stratégies économiques et politiques opposant divers acteurs à différentes échelles. La séance de travail s'inscrit dans le cadre d'une ambition commune, celle du renforcement des liens et favoriser les partenariats institutionnels et privés pour pleinement exploiter le potentiel économie bleue. La société Biofam implantée dans la commune de Zé ouvre les portes de son unité de transformation de jus de fruits. Elle est l'une des bénéficiaires du financement du programme de partenariat entre le gouvernement béninois et la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique. Un programme qui vise à promouvoir le développement, la compétitivité et la rentabilité des petites et moyennes entreprises béninoises ainsi que des groupements de producteurs agricoles béninois dont les activités ont un fort potentiel pour les nouvelles opportunités d'exportation. L'infrastructure a été inaugurée, bien entendu, en présence de Modeste Kérékou, ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi. Voici les détails. Les comptes éco pour le ruban déjà. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît, l'action? Biofam met en service, aux côtés du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, son unité de transformation de jus de fruits. La structure est constituée d'une unité de production, d'un bloc administratif et d'un magasin de stockage des produits finis selon les normes requises.
Implantée au quartier Wawata-Hunto, dans l'arrondissement de Yokpo, commune de Zé, l'unité de transformation de jus de fruits, notamment l'ananas, est une belle opportunité pour les producteurs et jeunes de la commune. Toutes ces réalisations faites avec les tests de fonctionnalité réussis de la ligne de production nous permettent de passer d'un rendement avant la pluie de 30% à 47% aujourd'hui. Notre seul challenge actuel réside en la maîtrise de la consommation d'énergie et la personnalisation de nos contenants. Ces partenariats stratégiques permettent de promouvoir maintenant le développement économique, la compétitivité et la rentabilité des petits exploitants agricoles, des coopératives, des petites et moyennes entreprises locales et en particulier dans l'agriculture les transformations de produits agricoles tels que l'ananas, le manioc, le maïs, les noix de cajou, noix de karité. L'unité de transformation de jus de fruits est le fruit d'un partenariat entre les gouvernements béninois et américains à travers la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique. L'entreprise a bénéficié d'un appui de près de 145 millions pour mieux asseoir ses activités et améliorer son plateau d'intervention. Occasion pour le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi de réaffirmer une fois encore la disponibilité du gouvernement à accompagner toutes les initiatives d'auto-emploi et de la création de richesses. Pour cette année 2024, nous avons 1 milliard pour accompagner les micro-petites entreprises immédiatement disponibles. Je dis bien immédiatement disponibles. Nous ne sommes pas une banque. On ne vous demandera aucun titre foncier, aucune garantie. On veut simplement savoir que vous êtes déjà en activité ou que vous avez un projet de vous installer et que vous intervenez dans une des nombreuses spéculations qui sont prises en charge. Biofarm est une entreprise semi-artisanale de production, de transformation et de commercialisation des produits agroalimentaires locaux sans ajout d'eau ni de produits chimiques de conservation. La société a une capacité de production de 2500 à 3000 tonnes d'ananas, pain de sucre produit au Bénin. Elle est en attente d'une autorisation de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments pour aller à la conquête des marchés locaux et régionaux. Les forces armées béninoises se préparent activement pour faire face à la menace terroriste en milieu urbain. En témoigne l'opération menée à titre de simulation de concert avec la police républicaine ce jeudi à Cotonou par les hommes en treillis placés sous la présidence du ministre délégué chargé de la défense nationale et de son homologue de l'intérieur de la sécurité publique. Cet exercice baptisé Métropolis 2024 a été accompagné d'une opération de consultation gratuite par les médecins militaires. Voici les images. Nous sommes à Goudomé, plus précisément à Togbendaro. Un commando de djihadistes armés jusqu'aux dents attaque un immeuble et prend plusieurs personnes en otage. Alertés à travers un fort détachement, les forces armées béninoises riposent. Pick-up, tanks, hélicoptères, tous les moyens appropriés sont mobilisés dans le cadre de cette bataille qui a duré plusieurs heures. Sur tout l'espace concerné par les hostilités, des soldats en faction prêts à intervenir. Au terme de cette opération interarmée et interministérielle dénommée Métropolis 2024, les forces de défense et de sécurité du Bénin réussissent à neutraliser l'ennemi. L'exercice Métropolis 2024 a trois objectifs essentiels. Le premier, c'est de tester les savoir-faire des forces de défense et de sécurité en cas de survenance de crise en zone urbaine. Le deuxième objectif est de tester la coordination en notre sein. Et le troisième, la coordination avec les camarades des forces de sécurité. Aujourd'hui, l'armée a commencé par s'apprêter à une éventuelle, on ne sait jamais, ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est déjà arrivé à Grand Bassam, à se préparer pour contrer toute attaque dans une agglomération urbaine. C'est tout ce qui motive aujourd'hui l'exercice de ce jour.
En marge de cet exercice, le ministre délégué chargé de la Défense nationale et son homologue de l'Intérieur et de la Sécurité publique sont descendus au centre de santé publique de Togbendaho. Objectif, constater le déroulement d'une opération de consultation gratuite et sensibiliser les populations sur le rôle qui leur incombe dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est le volet assistance médicale aux populations. Je crois que ça, c'est un volet qui crée un lien fort entre nos forces de défense et de sécurité et nos populations. J'ai vu des médecins spécialistes, des généralistes au travail avec beaucoup de détermination. Sans renseignement, sans collaboration avec l'environnement dans lequel l'armée évolue, il n'y a pas beaucoup de chances d'aller loin ou de gagner. Donc, les actions médicales gratuites ont pour but de ramener la population à l'armée. Métropolis 2024, c'est une mobilisation de plus de 800 soldats et 82 moyens matériels. À la fin de l'opération, les autorités partent satisfaites. Nous restons dans le même registre. Plus de 6000 motos et véhicules verbalisés en l'espace de 2 mois dans le département de l'UEME. Les entorses aux règles de sécurité routière sont fréquentes dans le département, mais la police, à travers une présence permanente sur les routes, s'emploie bien entendu à discipliner les usagers. Non pas de casque, excès de vitesse, surcharge, non-respect de feux tricolores, défaut de pièces. Dans ce reportage, Emma Rodonon, Thibaut Rolupin nous amène sur les routes du département de l'UEME pour un état des lieux. Désormais, vous roulez à droite, vous respectez vos couloirs. Intense activité des éléments de la police républicaine depuis quelques mois à Porto Novo et en général dans le département de l'UEME. Matin, midi et soir, ils sont sur les voies pour assurer des missions de sécurité et de sécurité routière. Non-respect des feux tricolores et des panneaux de signalisation, excès de vitesse, défaut de pièces, non-port de casque, surcharge, il traque tous les actes d'incivisme et d'entorse à la sécurité routière. Selon les statistiques de la police, 6329 motos et véhicules ont été verbalisés en l'espace de 2 mois dans le département de l'UEME, soit de décembre 2023 à janvier 2024. Dans le département, les motocyclistes, beaucoup de motocyclistes n'aiment pas porter le casque. C'est à la vue des policiers qu'on met le casque sur la tête pour porter. Et quand on dépasse les policiers en même temps, on enlève le casque encore, comme si c'est pour la police qu'on porte le casque. Les signalisations routières ne sont pas respectées, alors que quelqu'un qui brûle le feu, il peut aller cogner celui qui a respecté le feu. Donc, nous avons multiplié les contrôles pour le respect du code routier, pour le respect de la liberté des autres. Du côté des usagers, les verbalisations de la police assorties de contraventions à payer sont difficilement acceptées. Ils m'ont arrêté pour excès de vitesse. J'étais à 45 km sur le tableau, mais à ma grande surprise, on me montre que je suis à 103 km. Bon, je suis vraiment étonné. Actuellement, nous sommes à Misreté et nous sommes en agglomération. La vitesse maximale, c'est 60 km. J'étais à 69. Donc je crois que c'est pour ça qu'on m'a arrêté. Bon, c'est une opération qui est tout à fait normale, mais vous comprenez que la situation actuellement est difficile. Sortir de la maison ce matin comme ça et puis donner 10 000 francs à la police, ouais, c'est un peu compliqué. Je n'ai pas pu donner 10 000 francs à ma famille ce matin. Donc c'est vraiment difficile. Si la contravention pouvait être peut-être réduite légèrement, tout le monde est faillible. Et ça va arriver. Ça, c'est des cas qui arrivent très souvent. Avec la multiplication des contrôles routiers, c'est désormais le jeu du chat et de la souris entre policiers et usagers de la route. Maintenant, aujourd'hui, les opérations d'essai de vitesse, on le fait à plusieurs endroits, tantôt à Sémé, tantôt à Ronsa, tantôt à Misreté, tout ça. Donc ils se disent aujourd'hui, quand ils sont en train de rouler, ils arrivent aux endroits où on fait les opérations contre l'essai de vitesse. Les gens ralentissent. Mais quand ils dépassent ces endroits-là, ils reprennent la vitesse. C'est pourquoi nous varions nos positions sur le terrain pour qu'à chaque fois ils se disent où est-ce qu'ils sont, pour pouvoir ralentir un peu. Maintenant, les pistes cyclables sur la route de Cotonou-Porto Novo, on fait l'opération tous les jours, matin et soir. Mais en pleine opération, vous voyez des motocyclistes qui vous dépassent et qui reviennent encore sur la chaussée. Malgré les cris d'orfraie des usagers,
La police du département de Lomé compte maintenir la pression pour amener les usagers à adopter les bons comportements sur la route. Les montants actuellement, nous pensons même que les montants ne sont pas élevés, que nous sommes en train de proposer que les montants soient plus revus à la hausse parce que c'est des réglementations, des arrêtés qui existaient depuis des années. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons remarqué pendant nos opérations? Les mêmes personnes sont prises pour les mêmes infractions N fois. Du coup, ils disent c'est 5 000, non, c'est 10 000, non, c'est pas grave, je vais payer. Ils paient les 10 000 francs et ils reprennent la même infraction. Donc ça veut dire que pour que les gens, ça entre dans leur habitude, nos opérations doivent s'inscrire dans la durée. Et quand ça s'inscrit dans la durée maintenant, il faudrait qu'on corse aussi les contraventions pour obliger les gens à pouvoir respecter la réglementation. Si on dit que tu fais essai de vitesse ou bien tu ne portes pas le casque, tu brûles un feu et tu paies 30 000, 40 000 francs comme contravention, je pense que tu ne vas pas vouloir reprendre. Mais actuellement, quand nous prenons les motos, nous marquons dessus le jour de l'opération et pourquoi la moto a été prise. Mais vous prenez des motos, vous voyez que sur le siège déjà, on a tellement écrit au blanco sur tout le siège de sa moto parce qu'on le prend pour la même chose plusieurs fois. Avec les sensibilisations et les répressions, les gens ont du mal à adopter de bons comportements. Mais nous ne serons pas fatigués. Nous, on a l'obligation de faire notre travail pour que les gens quand même arrivent à respecter le code routier. Les jours à venir, nous allons commencer par faire la répression contre les motocyclistes qui n'ont pas de plaque d'immatriculation. Parce qu'on a remarqué que la plupart des braquages que nous connaissons, c'est des motos qui n'ont pas de plaque qui commettent cette braquage-là. L'avertissement de la police est clair. Usagers de la route, respectez les règles édictées en matière de sécurité routière pour ne pas être durement frappé au portefeuille. La police républicaine a récemment annoncé la répression du non-port de casque pour les passagers remorqués sur moto à partir du mois de mars. Ainsi, conducteurs et passagers devront désormais avoir le casque. Mais comment cela va se passer avec les conducteurs de taxi moto qui, comme vous le savez, prennent plusieurs clients par jour? Ne va-t-il pas se poser des problèmes d'hygiène et de santé? Suivez ici les explications du directeur départemental Ouémé de la police républicaine. Le ZEM qui veut prendre un client, c'est deux cas. Soit le ZEM a deux casques. Il a son casque qu'il a porté et il a son casque client sur sa moto. Maintenant, pour les questions d'hygiène et de santé, on ne sait jamais. Peut-être que quelqu'un peut être allergique, quelqu'un a une maladie de la tête, on ne sait jamais. Si le client refuse de porter le casque, le deuxième casque du ZEM, le client même sort avec son casque et quand il veut prendre ZEM, il porte son casque derrière. Maintenant, s'il n'a pas de casque, le ZEM ne le prend pas purement et simplement. Un ZEM qui prend un client qui ne porte pas de casque, dès qu'on va l'arrêter, c'est lui qui paie la contravention. Si au lieu de payer, le gars veut lui donner peut-être 200 ou 300, et il lui dit, monsieur, portez votre casque. Si vous ne portez pas, je ne vous prends pas. Et il le laisse, il va prendre celui qui porte le casque. Maintenant, s'il veut tricher et il prend la personne, et on l'arrête, il va payer 10 000. Maintenant, pour rouler, faire ZEM jusqu'à avoir 10 000 francs en poche, ce n'est pas chose facile. Donc, c'est à eux d'apprécier pour voir ce qui est avantageux pour eux. Donc, tout citoyen qui sort, qui veut prendre une moto, il sort de sa maison avec son casque. S'il n'a pas de casque, il va emprunter le deuxième casque que le ZEM-Yaman aurait. Maintenant, le ZEM-Yaman qui va prendre quelqu'un qui n'aura pas de casque, va payer les contraventions. C'est lui qui sera perdant. Le client va le laisser partir. Donc, ils ont intérêt à respecter la réglementation. Et ça va commencer dans les jours à venir. Et pour finir cette édition, je vous l'annoncer en titre, le ministère du Travail et de la fonction publique a organisé une journée d'échange avec les retraités et les acteurs de la chaîne de retraite et de pension du Bénin, la dite séance, pour objectif d'évaluer les réformes de mise à la retraite et de liquidation automatique de la pension des agents de l'État. Une journée qui a permis de recueillir des avis et recommandations des participants en vue d'une amélioration du système. Voici les images. C'était la journée d'évaluation de la réforme de mise à la retraite et de liquidation automatique de la pension des agents de l'État ainsi que ceux du secteur privé. Elle visait à faire le point du dispositif mis en place pour apporter les améliorations nécessaires. Plusieurs réformes ont été initiées par le gouvernement pour améliorer la gestion de la chaîne de retraite et de pension
dont celle relative aux nouvelles modalités de mise à la retraite et de liquidation automatique de la pension. Grâce à cette action, nous pouvons affirmer aujourd'hui que la retraite peut être vécue autrement dans notre pays. En effet, elle a cessé, à bien d'égards, d'être une hantise pour l'agent de l'État ainsi que les travailleurs du secteur privé. Une pension de retraite constitue un minimum vital pour les agents de l'État. En adoptant la réforme sur les nouvelles modalités de mise à la retraite, le gouvernement s'est engagé à mettre fin, entre autres, à la constitution de dossiers contenant une trentaine de pièces. Aujourd'hui, l'agent de l'État n'a plus à produire de dossier avant d'être admis à la retraite. Sur la base des informations disponibles, et voilà donc quelques erreurs dans ce reportage que vous allez retrouver dans nos prochaines éditions. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bien entendu, une bonne suite des programmes sur Canal 3 Télévision et à très bientôt.